to do this for my family. This is not a surprise to anybody. It's really sad that it's got to this point, but I've got to do something Je for my... maintiens, il ne s'agissait pas d'une erreur, mais d'un véritable choc. Un choc qu'on qualifie a posteriori de simple problème administratif, car personne n'ose admettre les enjeux réels. Lorsque j'ai appris que le nom d'Archie avait refait surface à Buckingham Palace, j'ai immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un détail d'une simple anecdote, d'un malentendu technique qu'un communiqué de presse aurait suffi à dissiper. C'était une faille symbolique soudainement révélée, et c'est précisément pour cela qu'elle a provoqué une telle réaction. Dès les 15 premières secondes de ce récit, une question se pose avec acuité. Comment un enfant ayant vécu des années en dehors du système royal peut-il se retrouver impliqué dans des documents internes du palais ? Cette question est explosive car elle en soulève automatiquement une autre bien plus troublante qui en réalité fixe les limites. Car si cette limite s'estompe avec un élément aussi fondamental que la vie privée d'un enfant, qu'est-ce que cela révèle de la capacité de la monarchie à se contrôler ? J'ai immédiatement ressenti une pointe de méfiance. Non pas par conviction de la malveillance, mais parce que les institutions sont souvent plus dangereuses par négligence que par agissement délibéré. Après tout, une erreur involontaire ne peut être stoppée par des considérations morales, mais uniquement par des systèmes. Et c'est précisément là le nœud du problème. La monarchie aime se présenter comme une machine parfaitement huilée, mais cet incident révèle une autre réalité, un système lourd et lent incapable de maîtriser ses propres dysfonctionnements. Ce qui rend cette fuite si dévastatrice, ce n'est pas le contenu du document, mais son existence même. C'est une distinction cruciale qui a été occultée dans la plupart des articles. Le problème n'est pas ce qui a été écrit sur Archie, mais le simple fait que son nom ait circulé dans un contexte que lui et ses parents avaient explicitement abandonné. La vie privée n'est pas une notion progressive, elle est binaire, soit on la respecte, soit on la viole. Et pour un parent, cette frontière est très nette. Je n'ai pu m'empêcher de repenser à tout ce qu'Harry a dit et fait ces dernières années, ses interviews, ses procès, ses critiques acerbes envers la presse et le palais. Beaucoup ont balayé ces propos d'un revers de main, les considérant comme des exagérations, les séquelles émotionnelles de vieux traumatismes. Mais cet instant donne une forme tangible à sa peur. Il confirme sa conviction la plus profonde, le système ne lâchera jamais prise. Non par ressentiment, mais par inertie. Ce qui rend la situation particulièrement poignante, c'est le moment choisi. Alors que les tensions familiales semblaient s'être apaisées, que le débat public passait peu à peu du conflit à la lassitude, une vieille affaire refait surface. Cela paraît non seulement maladroit, mais presque cruel. Comme si le passé ressurgissait délibérément au moment où chacun pensait le calme enfin revenu. Simple coïncidence ou conséquence inévitable de chapitres restés en suspens ? C'est pourquoi je considère cette fuite comme bien plus qu'un simple incident. C'est un symptôme, un signe que la monarchie peine encore à se remettre de sa rupture avec Harry et Meghan. La séparation officielle est effective, mais la séparation administrative, émotionnelle et culturelle, elle ne l'est apparemment pas. Et tant que la situation perdurera, tout système restera vulnérable à ce genre de crise. Ce qui me touche personnellement, c'est qu'une fois de plus, un enfant se retrouve au cœur d'une lutte de pouvoir qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Archie n'est ni une personnalité publique, ni un héritier de réserve ayant un rôle à jouer, ni impliqué dans un futur rituel d'État. C'est simplement un enfant. Et pourtant, son nom redevient un symbole, un déclencheur, un sujet de débat. Cela seul devrait nous alarmer. Je me pose donc une question dérangeante: si cela était arrivé à un autre enfant royal, la réaction aurait-elle été aussi vive? Ou bien la véritable souffrance réside-t-elle dans la personnalité d'Archie et dans ce qu'il représente, à savoir une blessure qui n'a jamais vraiment cicatrisé? C'est peut-être là le cœur du problème. Non pas le document ni la fuite, mais le conflit latent qui couve. Cette histoire ne commence donc pas dans des archives, une imprimerie ou une base de données mal étiquetée. Elle commence par un aveuglement institutionnel face à la réalité émotionnelle. Et tant que ce fossé persistera, chaque petite erreur se transformera en une nouvelle crise. C'est ce qui rend ce moment si dangereux et pourtant si révélateur. Pour comprendre comment cela a pu se produire, j'ai dû me replonger dans un sujet que peu de gens aiment aborder: le chaos interne d'institutions plus anciennes que leur propre technologie. La monarchie arbore une façade d'ordre et de tradition, mais derrière se cache un patchwork de systèmes, de protocoles et de solutions de contournement accumulés au fil des décennies. Cette faille n'est pas due à une simple erreur, mais à une série de petites décisions passées inaperçues pendant des années. J'ai compris que le moment crucial n'était pas en 2024, mais en 2020. Durant ces mois, la monarchie a été contrainte de réagir en temps réel à un événement imprévu: le départ volontaire d'un membre important de la famille royale accompagné de sa famille, son installation à l'étranger et sa demande explicite de prendre ses distances. Le système ne connaît pas ce genre de rupture. Il repose sur la continuité, non sur la séparation. Et c'est précisément là qu'il a commencé à vaciller.
En théorie, tout aurait dû être clair. Les dossiers concernant Harry et sa famille devaient être classés, archivés ou détruits. En pratique, les choses se sont passées autrement. Chaque service a interprété différemment le terme « classé ». Certaines équipes ont supprimé les dossiers immédiatement. D'autres ont opté pour le gel, craignant d'en avoir besoin ultérieurement. D'autres encore ont attendu, paralysés par l'incertitude et les enjeux politiques internes. Personne ne voulait être responsable d'une décision irréversible. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le fort impact émotionnel. Il ne s'agissait pas d'une simple formalité administrative. Cela impliquait des familles en haut, des conflits, un départ perçu par certains comme une trahison et par d'autres comme une nécessité pour se protéger. Dans un tel contexte, les protocoles deviennent flous. Les gens agissent avec plus de prudence qu'il n'est ce nécessaire ou avec trop de passivité. Et les systèmes numériques, aussi techniques soient-ils, finissent par être influencés par le comportement humain. J'étais obsédé par l'idée des fichiers de remplissage, un concept étonnamment persistant dans les administrations plus anciennes. Des fichiers inactifs mais qui ne disparaissent pas non plus. Ils restent au cas où. Cela paraît inoffensif, mais c'est précisément là que les risques apparaissent. Car tout ce qui n'est pas explicitement fermé peut toujours être réactivé. Et c'est ce qui s'est passé ici. Lors de restructurations ultérieures destinées à remettre de l'ordre, dans des archives regorgeant de données historiques, ce document oublié a refait surface. Non pas par volonté, mais parce que le système n'était pas conçu pour faciliter un abandon définitif. C'est là, à mon sens, l'aspect le plus révélateur de toute cette histoire. Cela montre à quel point les institutions anciennes appréhendaient mal l'idée d'un départ sans retour. Je me suis demandé si cela aurait pu être évité. La réponse honnête est oui. Mais seulement s'il y avait eu une direction claire et centralisée à l'époque et la volonté de formaliser administrativement des décisions prises avec émotion. Cette volonté a fait défaut. Ils ont opté pour le report, pour des solutions provisoires, pour régler les choses plus tard. Et ce « plus tard » était 4 ans trop tard. Ce qui rend la situation particulièrement douloureuse, c'est que les systèmes numériques manquent de contexte. Ils ignorent tout des conflits familiaux et des crises de confiance. Ils réagissent aux étiquettes, aux filtres et aux recherches. Dès qu'une étiquette erronée est apposée, le système fait exactement ce qu'il est censé faire, afficher ce qui est jugé pertinent. L'erreur est techniquement correcte, mais moralement désastreuse. J'ai commencé à comprendre que cet incident relevait moins de la malveillance que de la paresse institutionnelle, de l'incapacité à faire des adieux définitifs. Dans les relations humaines, c'est déjà difficile, mais dans les bureaucraties, cela devient presque impossible. Tout est conservé, archivé, non par désir de contrôle, mais par peur de perdre quelque chose. Ironiquement, cette peur a conduit ici à l'exact opposé, une perte de confiance. Je me demande si c'est un signal d'alarme, non seulement pour le palais, mais pour toutes les grandes institutions qui traitent des données sensibles et des vies humaines. Combien de dossiers dormants existent encore prêts à ressurgir au mauvais moment et qui au final en subira les conséquences? Pour Harry, cela doit confirmer ses pires craintes. Que partir n'était jamais vraiment partir. Que le système continuait de le surveiller administrativement même après sa prise de distance physique et émotionnelle. Que ce soit objectivement vrai ou non importe peu. La perception est déjà faite, et dans cette histoire, la perception est primordiale. Ainsi, un vieux dossier, une étiquette oubliée et l'absence de conclusion ont mis le feu aux poudres. Non pas par volonté, mais par manque de courage pour prendre une décision. Et c'est précisément ce qui rend cette phase si conflictuelle. Il ne s'agissait pas d'une attaque mais de négligence. Et la négligence peut être tout aussi dévastatrice. Ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est la rapidité avec laquelle ce problème interne a perdu son isolement protecteur pour se transformer en tempête médiatique mondiale. On aurait dit que l'affaire avait à peine eu le temps de se développer entre les murs du palais avant d'être engloutie par le vaste et insatiable écosystème de l'information, des commentaires et de l'indignation. J'ai constaté une fois de plus la vulnérabilité des institutions, même les plus secrètes, lorsque l'information, aussi fragmentaire soit-elle, est divulguée au grand jour. Le mécanisme est désormais bien connu mais non moins impitoyable. Un simple signal, un message à moitié compris, un avertissement vague suffisent à semer la panique chez les rédacteurs en chef. Dans ce cas précis, il ne s'agissait même pas d'un document divulgué mais d'une simple suggestion. L'idée qu'il y avait quelque chose a suffi. Je trouve cela révélateur. Cela montre à quel point la confiance envers le palais était déjà ébranlée. Si cette confiance avait été intacte, cette affaire n'aurait peut-être même pas fait grand bruit. J'ai constaté avec quelle rapidité le récit s'est détaché des faits. Ce qui avait commencé comme une erreur administrative s'est transformé en quelques heures en une violation délibérée de la vie privée. Et même si cette conclusion est juridiquement contestable, je comprends pourquoi elle s'est imposée si vite. Notre mémoire collective regorge déjà d'exemples d'erreurs institutionnelles passées sous silence jusqu'à ce que le préjudice soit indéniable. Ce passé influence systématiquement toute nouvelle interprétation.
On ne saurait trop insister sur le rôle des réseaux sociaux dans cette affaire. En quelques minutes, des extraits d'anciennes interviews d'Harry étaient partagés à nouveau cette fois-ci comme preuve qu'il avait eu raison depuis le début. J'ai constaté comment le contexte a disparu et comment l'émotion a pris le dessus. Ce n'est pas un jugement, mais un constat. Les gens ne réagissent pas aux archives, ils réagissent aux histoires. Et cette histoire avait tous les ingrédients, le pouvoir, la famille, un enfant et la transgression apparente d'une limite morale. Ce qui m'a frappé, c'est la différence de ton entre les reportages britanniques et américains. Au Royaume-Uni, le traitement de l'information est resté initialement plus prudent, presque technique. Aux États-Unis, en revanche, l'affaire a rapidement pris une tournure morale. Elle y était perçue comme la confirmation d'un schéma ancien, une institution qui peine à lâcher prise et à respecter les limites individuelles. Ce fossé transatlantique a exacerbé le problème. Deux publics, deux interprétations, une seule crise. Je me suis demandé si cela aurait pu être vérifié. Le palais aurait-il dû réagir plus vite, faire preuve de plus de transparence, ou bien toute réaction aurait-elle été suspecte d'emblée? Dans un climat de méfiance, le silence est interprété comme un aveu de culpabilité, mais prendre la parole peut ne faire qu'envenimer la situation. C'est le dilemme classique de la communication de crise, et ici, il se déroulait en direct. Ce qui rendait la situation encore plus complexe, c'est que cette histoire ne se limitait pas au présent, mais était constamment liée au passé. On évoquait Diana, on ressortait d'anciens conflits médiatiques et on réanalysait la rupture entre les frères comme si elle avait eu lieu la veille. J'ai constaté avec quelle rapidité un simple incident s'intégrait à un récit bien plus vaste. Ce récit existait déjà. Cette fuite n'a fait que lui donner un nouveau souffle. J'ai également constaté les difficultés rencontrées par les journalistes quant à leur propre rôle. Certains ont fait preuve de retenue, insistant sur l'absence de preuves d'intention. D'autres, poussés par l'appât du gain et l'urgence, sont allés plus loin. Il ne s'agit pas d'une condamnation morale, mais d'un problème structurel. La rapidité de la production de l'information laisse peu de place à la nuance. Or, c'est précisément la nuance qui faisait défaut. Parallèlement, je ne peux nier que l'indignation publique soit compréhensible. Les parents s'identifient à Harry, qui ne serait pas furieux ou effrayé à l'idée qu'une institution dont on s'est consciemment distancié conserve encore des dossiers sur son enfant. Cette identification émotionnelle a donné toute sa force à cette histoire. Elle l'a rendue universelle indépendante de la monarchie ou de la célébrité. Ce qui continuait de me fasciner, c'était la rapidité avec laquelle le contrôle s'est évanoui. En quelques heures, le palais n'était plus l'émetteur mais le destinataire. Chaque mot était filtré par la méfiance, chaque déclaration perçue comme une défense. C'est alors qu'une crise éclate véritablement. Non pas lorsqu'un incident se produit, mais lorsque plus personne ne croit à la version officielle. Je me pose donc une question dérangeante, cette tempête aurait-elle pu être évitée ou était-elle inévitable? Peut-être la réponse est telle qu'elle couvait depuis des années. Cet incident n'était que l'étincelle. Le terreau était déjà là, alimenté par des années de conflits, de malentendus et de confiance brisée. Et dans un tel contexte, une seule erreur suffit à tout embraser. Ainsi, une erreur interne est devenue un problème international, non pas en raison de la gravité de l'événement lui-même, mais en raison du poids de l'histoire qui l'entoure. C'est dans cette réalité que la famille royale évolue désormais. Et tant que cette histoire ne sera pas véritablement assimilée, chaque nouvelle crise restera une répétition avec des détails différents. Alors même que je m'efforçais d'analyser la situation de manière rationnelle, une perspective s'est imposée avec force, celle d'un père. Non pas un prince, ni une personnalité publique, mais quelqu'un qui s'était battu pendant des années pour établir des limites claires. J'ai alors compris pourquoi la réaction d'Harry ne pouvait se limiter à de simples déclarations ou à des batailles juridiques. C'est à ce moment précis que des principes abstraits sont devenus personnels. Je me suis demandé quand quelqu'un décide de retourner dans un endroit qu'il a délibérément quitté. La réponse est rarement logique. Elle est émotionnelle. Elle survient lorsqu'un événement touche à ce que l'on cherche le plus à protéger. Dans ce cas précis, il ne s'agissait ni de réputation ni de titre, ni même de son propre passé, mais de son fils. Dès que le nom d'Archie a circulé à nouveau au sein du palais, toute notion de distance stratégique a disparu. Cet instant a imposé une action immédiate. Ce qui m'a frappé, c'est la cohérence de ce comportement avec tout ce qu'Harry a montré ces dernières années. Beaucoup y voient de l'impulsivité, mais j'y vois un schéma. Dès que sa famille est touchée, son ton change. Son retour au Royaume-Uni n'était pas un coup de tête, mais une décision instinctive. Certaines limites ne peuvent être défendues passivement. Il faut les marquer physiquement. J'ai songé à l'ironie de la situation. Harry avait rompu avec l'institution, mais il devait maintenant y retourner pour clarifier les choses une fois pour toutes. C'est paradoxal, mais humain. Les limites ne deviennent réelles que lorsqu'elles sont mises à l'épreuve. Et c'était une telle épreuve. En revenant, il a montré que la distance n'est pas synonyme d'indifférence, mais de maîtrise consciente de ses interventions.
Ce qui m'inquiétait particulièrement, c'était le poids émotionnel de cette décision. Y retourner signifiait se confronter non seulement au palais, mais aussi à des souvenirs, des schémas et des traumatismes qu'il avait passé des années à tenter d'assimiler. Pourtant, tout cela pesait apparemment moins lourd que l'idée que son fils réintègre un système auquel il ne fait pas confiance. Cela en dit long sur ses priorités. Je me demandais ce que ça faisait de savoir que son passé est toujours prêt à ressurgir même quand on croit l'avoir tourné la page. Pour Harry, le palais n'est pas un lieu neutre, c'est un terrain miné. Y retourner n'est pas un pas en arrière, mais une confrontation maîtrisée. Non pas pour rouvrir de vieilles querelles, mais pour clarifier un point essentiel. Cette décision révèle aussi à quel point la frontière entre vie privée et vie publique est ténue dans sa vie. Chaque geste est interprété, chaque choix expliqué. Pourtant, à cet instant précis, cela ne semblait pas le préoccuper outre mesure. Ce seul fait témoigne du sérieux avec lequel il prenait la situation. Il savait que son retour susciterait des spéculations, mais il acceptait cela comme un effet secondaire d'une cause plus importante. Je me suis demandé comment cette histoire aurait évolué si une célébrité n'y avait pas été impliquée. Elle serait probablement passée inaperçue. Et c'est précisément ce qui rend la situation si complexe. L'émotion est universelle, mais le contexte est extrême. Harry réagit comme beaucoup de parents, mais sous un angle qui amplifie chaque nuance. Il y a aussi un message clair dans cette action, non seulement pour le palais, mais pour le monde entier. Il démontre qu'il n'a pas complètement disparu, qu'il n'attend pas passivement et qu'il n'est pas dépendant des déclarations de ses avocats ou de ses attachés de presse. Il agit lorsqu'il estime qu'une limite a été franchie. Cela le rend imprévisible, mais aussi cohérent avec sa propre logique. Je me demande si ce retour était censé clore le débat, ou plutôt servir d'avertissement. Peut-être les deux. Un clore le débat car il exige des éclaircissements sur le sort des archives. Un avertissement car cela ne doit plus se reproduire. Quiconque franchit une limite perd tout droit à l'indulgence. À ce stade, la dynamique change du tout au tout. Il ne s'agit plus de système d'erreur ou de cadrage médiatique. Il s'agit de responsabilité. De qui prend ses responsabilités quand quelque chose tourne mal. Et jusqu'où chacun est prêt à aller pour défendre sa propre conception de la sécurité. En y réfléchissant, une chose me paraît de plus en plus claire, ce retour était inévitable. Non pas parce que la situation s'était envenimée, mais parce que le silence aurait été synonyme d'acceptation. Et pour quelqu'un qui était parti précisément pour imposer ses conditions, c'était tout simplement impensable. Quand il est devenu évident qu'Harry était en route, la tension s'est presque aussitôt déplacée vers un autre point d'intérêt, William. Je ne pouvais m'empêcher de penser que cet incident le plaçait dans une position sans doute la plus ingrate de toute cette situation. Il n'est ni en marge du système comme Harry, ni au-dessus comme son père. Il est pris entre deux feux, tiraillé entre le devoir et son histoire personnelle, entre futur chef d'État et frère. Ce qui m'a frappé, c'est le caractère à la fois prévisible et tragique de cette répartition des rôles. Ces dernières années, William est devenu l'incarnation de la stabilité. C'est lui qui doit limiter les dégâts, anticiper l'avenir, préserver l'intérêt général. Mais précisément pour cette raison, il devient aussi le visage d'une institution qui fondamentalement ne fait plus confiance à son frère. Dès lors, chaque crise devient une affaire personnelle même lorsqu'il n'en est pas à l'origine. Je me suis demandé ce que l'on ressent lorsqu'on est tenu responsable des erreurs d'un système que l'on tente soi-même de réformer. William n'a géré aucun fichier étiqueté, aucune archive, ni pris aucune décision administrative en 2020. Pourtant, c'est lui qui doit maintenant s'expliquer, apaiser et servir de médiateur. En ce sens, il est à la fois un rempart et un paratonnerre. Et les remparts finissent par s'user. Ce qui rend cette situation particulièrement complexe, c'est que William comprend sans doute les craintes de Harry. Il connaît l'histoire, les dégâts et comprend pourquoi la vie privée n'est pas un concept abstrait pour son frère, mais une question de sécurité. Parallèlement, il ne peut se permettre de prendre publiquement ses distances avec le palais. Son avenir est inextricablement lié à ce même système. Cette tension est presque insoutenable. Je me suis demandé si William pouvait encore se comporter comme un frère, quel que soit son rôle. Si chaque geste avait désormais une telle importance que même l'empathie devenait politique. Au sein de la monarchie, il n'y a pas de neutralité. Tout ce qu'il dit ou ne dit pas est interprété comme un signal. Et cela rend toute humanité authentique, risquée, presque subversive. La position de Catherine joue un rôle discret mais crucial. Elle a toujours exercé une influence stabilisatrice, comprenant l'interaction complexe entre les émotions et les attentes du public. Je soupçonne qu'elle perçoit ce moment non seulement comme une crise institutionnelle, mais aussi comme la résurgence d'un traumatisme familial. Sa présence ne modifie pas les rapports de force, mais elle peut influencer le climat. Et le climat est primordial ici. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont les images d'hiver s'imposent presque naturellement. Non pas par simple décoration, mais parce qu'elles correspondent à l'atmosphère de la maison froide, silencieuse, fragile. Une période où les erreurs ne s'effacent plus, mais restent visibles. Dans une telle ambiance, les tensions sous-jacentes apparaissent au grand jour.
Il n'y a plus de bruit pour se dissimuler. Je me demandais si William percevait cette crise comme une menace ou une confrontation inévitable. Peut-être les deux. D'une part, elle fragilise une fois de plus l'image de compétence qu'il s'efforce de construire. D'autre part, elle impose un dialogue franc sur la manière dont le palais gère les départs. Non pas en théorie, mais en pratique. Ce dialogue était attendu depuis trop longtemps. Ce qui apparaît ici avec une clarté douloureuse, c'est que la loyauté au sein de ce système est toujours hiérarchique. On peut être loyal à sa famille ou à la couronne, mais rarement aux deux à la fois. William s'efforce depuis des années de prouver que les deux sont compatibles. Cet incident met cette conviction à l'épreuve, et son issue définira son leadership. J'ai aussi remarqué la faible marge d'erreur. Harry a le droit d'être en colère car il n'a plus de rôle institutionnel. Ce n'est pas le cas de William. Ses émotions doivent être filtrées, codées et absorbées par le protocole. Cette différence creuse le fossé entre eux-mêmes lorsque leurs sentiments sont plus proches que jamais. À ce stade, il ne s'agit plus de réconciliation mais de positionnement. William doit affirmer sa position non seulement auprès de son frère, mais aussi auprès du public et de l'avenir qu'il incarne. Chaque décision qu'il prend désormais crée un précédent. Et dans la monarchie, les précédents ont plus de poids que les promesses. Je me pose donc une question cruciale. Une personne façonnée par le système peut-elle véritablement le réformer, ou est-elle condamnée à réparer sans cesse les dégâts sans s'attaquer à la racine du problème? La réponse à cette question ne viendra pas aujourd'hui, mais ce moment la rapproche inévitablement. Alors que Harry approche et que le silence s'épaissit, William se retrouve à la croisée des chemins sans direction claire. Quel que soit son choix, il y perdra quelque chose. Et c'est peut-être là la définition la plus juste du pouvoir au sein de cette famille, toujours gagné pour l'institution mais rarement pour soi-même. Quand Harry a enfin foulé à nouveau le sol britannique, j'ai eu l'impression que tous les fils de cette histoire convergeaient vers un point inévitable. Non pas un dénouement au sens classique du terme, mais un affrontement sans vainqueur. Ce n'était ni un retour cérémonieux, ni une réconciliation publique, mais une confrontation nécessaire entre deux personnes qui se connaissent au-delà des titres et des fonctions. C'est précisément ce qui a rendu ce moment si chargé d'émotions. J'étais persuadé que cette réunion n'avait jamais eu pour but de résoudre quoi que ce soit. Il s'agissait de fixer des limites. Harry n'était pas venu pour rouvrir de vieilles blessures, mais pour faire passer un message clair, voici une limite, et elle ne doit plus jamais être franchie. Cela paraît simple, mais au sein d'une institution qui a toujours eu du mal à lâcher prise, c'est presque révolutionnaire. Les limites y sont rarement absolues. Elles sont généralement temporaires, négociables, ou dépendent des circonstances. Mais pas cette fois-ci. Ce qui m'a frappé, c'est la gravité de l'instant. Aucune explication, aucune image publique, aucune tentative de reprendre le contrôle par les médias. Cela en dit long. Le silence peut aussi être une forme de gravité, comme si chacun comprenait que les mots ne feraient qu'empirer la situation. Dans ce silence, il est devenu évident que la confiance est devenue si fragile que même les explications semblent insuffisantes. Je me suis demandé ce que Charles avait dû ressentir. En tant que roi, il porte la responsabilité du système, mais en tant que père, il en subit les conséquences. Ce double rôle n'est pas un problème abstrait, mais une réalité quotidienne. Dans cette conversation, il ne pouvait se retrancher derrière des procédures ou des conseillers. La question n'était pas de savoir comment cela pouvait se produire, mais ce qu'il était prêt à garantir pour l'avenir. C'est une position fondamentalement différente. Pour Harry, cette garantie semble plus importante qu'une excuse. Les excuses ne changent rien si les structures restent inchangées. Ce dont il avait besoin, c'était de certitude. Non pas en termes juridiques, mais en termes de clarté morale. La certitude que ses enfants, quelles que soient leurs origines, ne seraient en plus jamais pris au piège de systèmes internes qui lui échappaient. Reste à savoir si cette certitude peut être pleinement réalisée. Mais le simple fait de l'exprimer constitue déjà une rupture avec le passé. J'ai remarqué que ce moment avait aussi quelque chose de définitif. Non pas au sens d'une conclusion, mais plutôt d'un repositionnement. La relation entre Harry et le palais semble prendre une nouvelle forme, elle n'est plus floue ni ambiguë, mais clairement définie. Cela signifie moins de contact, moins d'ambiguïté, mais peut-être aussi moins d'escalade à long terme. Parfois, la paix ne vient que lorsque les attentes sont explicitement revues à la baisse. Pourtant, une vérité dérangeante persiste. Tout cela aurait pu être évité, non pas par une meilleure communication a posteriori, mais par des actions plus réfléchies il y a des années. Cette prise de conscience rend cette confrontation amère. Elle est nécessaire certes, mais elle nous rappelle aussi un échec. Et l'échec laisse des traces, même lorsqu'on le reconnaît. Je me demande ce que cela signifie pour l'avenir de la monarchie. Pas seulement en ce qui concerne Harry, mais plus largement. Cet incident démontre la vulnérabilité des institutions traditionnelles à une époque où la vie privée, l'autonomie et les données sont des sujets si sensibles. Tout système qui n'apprend pas à lâcher prise finira tôt ou tard par s'effondrer à nouveau. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais quand. Pour William, ce moment revêt peut-être une importance particulière.
Il constate de visu les conséquences de la primauté des systèmes sur les individus. En tant que futur chef d'État, il peut ignorer cette leçon ou l'intégrer. Son choix déterminera si cette crise restera une rupture ponctuelle ou marquera le début d'une transformation structurelle. Au terme de cette histoire, je ne vois aucun vainqueur incontestable. Seulement des personnes qui tentent de limiter les dégâts dans un cadre qui n'est pas conçu à cet effet. Et c'est peut-être la conclusion la plus honnête. Le pouvoir ne protège pas automatiquement de la souffrance. Parfois, il l'amplifie même. Il reste des questions en suspens. La confiance peut-elle être rétablie sans une réforme fondamentale? Une institution fondée sur l'éternité peut-elle apprendre à gérer les adieux et combien d'erreurs peut-elle encore se permettre avant que le symbolisme ne suffise plus? Je laisse délibérément ces questions en suspens, car cette histoire ne s'arrête pas à cette rencontre. Elle résonne dans les choix, les silences et les décisions à venir. Et c'est peut-être là l'essentiel, certaines confrontations ne sont pas une fin en soi, mais un tournant. Un moment où il devient évident que les anciennes méthodes ne suffisent